comme il y a 2 ans, j'ai l'impression. On repart tout en distanciel, mais j'espère que ce n'est que provisoire et qu'on va rapidement pouvoir repasser en présentiel pour pouvoir se voir un petit peu. Normalement, les conférences sont toujours en mode hybride, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en présentiel et d'autres en distanciel. Là, il y a toute une classe, la classe des exécutifs managers des systèmes d'information qui sont tous dans une salle de classe à GEM, voilà, et qui écoutent la conférence avec nous. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter, Laura, Damien et Sébastien, et puis on va pouvoir commencer. Damien, tu veux commencer, mais par contre, ton micro est coupé, je crois. Oui, mon micro était coupé, exactement. Je ne sais pas si Mohamed nous a rejoint. Alors Mohamed, je l'ai vu passer dans la salle d'attente, mais du coup… Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, super, bravo. Bonjour à vous. On a tout le monde, Super, bonjour Mohamed, tout le monde est là, c'est impeccable, on peut commencer. On peut y aller. Donc, je vais attaquer du coup. Donc, Damien Pasquinelli. Donc, moi, je suis CTO au sein du groupe Ardis et je travaille plus particulièrement sur des sujets soit de transformation technologique, soit de transformation métier et globalement le croisement des deux. On va en parler souvent et donc plutôt des sujets liés à la digitalisation. Bonsoir tout le monde, donc moi c'est Sébastien Aubert, je suis consultant et formateur sur Reflex, Reflex un WMS et je fais partie de Ardis Group. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Laura, je suis ingénieure en génie industriel de formation et aujourd'hui chez Ardis Group, je suis formatrice sur Reflex WMS et moi je travaille en particulier sur une solution de formation e-learning pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et Mohamed ? Bonjour à vous. Oui, excusez-moi, j'essaie de mettre le fond d'écran. Dites-moi si vous me voyez. Mais que je crois que c'est en le fond d'écran. Non. Donc, je suis Mohamed Bibimoun. Je suis CTO chez Predictive Layer et en charge des opérations dans la partie analyse prédictive et optimisation des process. Eh bien, merci. C'est parti ? C'est parti. Alors, je vais demander à tout le monde, sauf les parties des intervenants, si vous voulez bien couper vos micros. Voilà, comme ça évite de faire du bruit. Je vais aussi couper le mien d'ailleurs. Alors, je vous propose de commencer, donc du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet autour de la supply chain et de l'intelligence artificielle, présenter rapidement le groupe Ardis et Predictive Layer. Donc, le groupe Ardis, c'est un groupe grenoblois, que j'espère que certains connaissent, créé en 1984. Deux grandes activités, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les activités, mais deux grandes activités. Il y a de l'écho, mais deux grandes activités. Donc, une activité autour de l'édition de logiciels, et Laura fera un focus plus particulier sur cette activité, puisque Reflex est un WMS. Donc c'est le logiciel, je dirais, qui tire notre activité d'éditeur, et puis une activité de société de services de type ESN dans lequel on va retrouver, alors c'est tous les beaux logos qui sont en haut, BA, BC, CO, IFS, SCS, dans lequel on va retrouver des activités de développement, intégration de solutions, des activités de conseil, des activités autour de l'infogérance des data centers et du cloud, et puis deux, je dirais, activités de spécialistes, IFS, spécialiste en assurance et finance, et donc plutôt orienté conseil, et SCS, une activité spécialisée dans l'intégration de Salesforce, donc tout ce qui va toucher à la relation client, au marketing. Donc, une double activité, une présence alors en France sur plusieurs sites, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille, et puis une présence à l'international, notamment à travers Reflex, en Espagne, aux Pays-Bas, en Pologne, et puis d'autres aventures à venir. On travaille avec des partenaires stratégiques et on a la chance d'avoir un de nos partenaires avec nous ce soir. Nos partenaires stratégiques, donc plutôt des très grands groupes, Google, Microsoft, Salesforce et Meta pour la partie workplace. Et puis on a des partenaires un tout petit peu plus petits que Google qui sont des super experts sur leur domaine et lorsqu'on parle de prédiction notamment, Predictive Layer fait partie de ces partenaires experts qui nous accompagnent dans nos différentes problématiques. Donc Laura, si tu veux faire un focus sur Reflex, puisque c'est un Tout à fait.
Je vais faire un focus du coup sur le département supply chain. Donc, comme l'a dit Damien, Hardis est éditeur et intégrateur de la solution Reflex WMS. WMS, ça veut dire Warehouse Management System. Donc, en fait, Reflex, c'est un logiciel qui permet de faire de la gestion des stocks en entrepôt, mais pas que. On peut aussi en faire en usine ou dans des points de vente. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va optimiser la gestion des stocks sur différents processus logistiques, donc la réception, le stockage, la préparation, l'expédition ou encore l'inventaire. Il faut savoir que Reflex, du coup, est le numéro 1 en France et on est parmi les leaders européens sur le marché du WMS. Donc la R&D est basée en France et c'est un produit qui a plus de 20 ans et qui s'enrichit évidemment d'année en année. On a 320 clients, du coup, qui sont répartis dans 25 pays. Et la solution est déployée dans plus de 1100 entrepôts dans le monde. Et donc, ça représente plus de 20 000 utilisateurs. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, alors on va repartir du sujet initial, hein, pourquoi et comment utiliser l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'on met derrière ce terme-là dans le cadre de la supply chain. Alors forcément, 1100 entrepôts, ça nous donne pas mal d'expérience, ça nous donne pas mal de cas d'usage. Alors on ne peut pas tous les partager. Sébastien et Laura vont en partager 3 déjà, cas d'usage métier. Et donc beaucoup de cas d'usage autour de la supply chain. Alors on va commencer par juste poser un référentiel commun au sujet, donc se dire ce qu'on met derrière le terme supply chain, ce qu'on met derrière le terme IA, ça simplifiera la présentation. Donc la supply chain, pour la plupart d'entre vous connaissez, c'est le processus visant à permettre à sécuriser l'approvisionnement, donc du producteur au consommateur, et elle va être composée de différentes activités qui sont assez diverses mais complémentaires. On va avoir des achats, la gestion des flux physiques d'informations, l'entreposage, la préparation de commandes, la livraison, jusqu'au service client. Donc l'ensemble de ces activités viennent composer la chaîne de valeur qui est la supply chain, et donc peut avoir des cas d'usage assez variables et puis aussi des contraintes et des enjeux assez variés. Derrière le terme IA, l'objectif aussi, c'est de simplifier et de positionner ce qu'on met derrière le terme IA. Alors, c'est un terme qui est très vague, très large, assez souvent galvaudé. Donc, on l'utilise parce que IA, c'est hyper pratique à dire. Il y a 2 lettres et ça nous fait faire des économies. On va souvent parler d'apprentissage. Donc, on a essayé de simplifier en se disant, dans l'IA, on a 2 types de familles. Il y a tout ce qui est apprentissage visant à produire des modèles. Alors, des modèles, s'ils sont projetés sur le temps, ça va permettre d'affiner des prévisions. Mais donc, produire des modèles, mieux comprendre un contexte, mieux comprendre un contexte business, un contexte technologique. Et puis, une deuxième famille au sein de l'intelligence artificielle qui est tout ce que l'apprentissage qui va permettre de créer des services cognitifs. Donc, les services cognitifs, c'est assez simple, hein, c'est la vue, c'est l'ouïe, la compréhension, et puis le langage. Donc là, vous verrez, on fera un focus plutôt sur la reconnaissance visuelle avec l'exemple de Vision Insight. Donc aujourd'hui, pourquoi et comment utiliser l'intelligence artificielle dans la supply chain? La supply chain, en tant que chaîne de valeur, liée à la transformation d'un contexte économique, liée à la digitalisation, liée à la transformation de la relation client, se transforme également et doit être toujours plus rapide, plus précise, plus fiable, à plus grande échelle. Donc, être capable de fournir le bon produit dans une gamme de produits très large, au bon moment, au bon endroit, en respectant les engagements qui ont été pris. Donc, cette transformation de la supply chain, c'est un enjeu extrêmement important pour les entreprises, pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Et puis, d'un autre côté, on a l'intelligence artificielle, l'apprentissage, où une technologie qu'on qualifie d'émergente, alors on ne va pas refaire toute l'histoire de l'IA, mais qui était une technologie émergente et puis qui s'est industrialisée et qui est devenue mature, les deux vont se croiser, vont se rencontrer au sein, on dira, de la digitalisation et de la capacité à proposer des applications digitales pour accompagner la supply chain et sa transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre de l'intelligence artificielle dans la digitalisation? On va reprendre le principe premier en fait, de ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle. Pour l'industrie IT, donc l'industrie d'Hardis, c'est de passer d'une logique de programmation à une logique d'apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus programmer, je vous rassure. On programmait beaucoup, on continue à beaucoup programmer, puis on continuera certainement à le faire. Mais on a un outil supplémentaire qui est d'amener quelque chose de nouveau dans nos logiciels, c'est-à-dire une approche plutôt d'apprentissage, de nourrir le logiciel avec de la donnée pour être capable d'en tirer des modèles et d'en tirer de l'information.
Alors, cette transformation est extrêmement importante dans la structure du logiciel. Et ce que ça va nous apporter, ça va nous apporter plus d'agilité, plus de flexibilité dans notre capacité à répondre à des problèmes. On va le voir dans les cas d'usage, c'est-à-dire que quand on code, on écrit du code, hein, donc c'est quand même assez rigide. On essaie d'imaginer tous les cas possibles et imaginables, mais on est limité quand même. Là, l'intelligence artificielle, l'apprentissage va nous permettre de créer des composants logiciels qui eux-mêmes vont évoluer. Ça favorise du coup l'évolutivité des solutions. Et on va le voir notamment sur les différentes solutions qu'on va vous présenter. Le fait d'utiliser de l'apprentissage nous permet de répondre à des enjeux qu'on n'avait peut-être pas vus lors de la création de la solution. Et puis, ça nous permet aussi d'agir à grande échelle. Alors, lorsqu'on parle de grande échelle, ça peut être une échelle de temps, c'est-à-dire qu'on va être capable d'ingérer des données qui sont sur un temps long, mais on va ingérer des sources de données diverses et multiples, et également mettre ensemble un grand nombre de variables pour en tirer une information utile, soit pour de la décision, soit pour de l'exécution. Tu peux changer de slide. Alors, la question, c'est pourquoi et maintenant? C'est une technologie qui existe depuis, les principes derrière l'intelligence artificielle, derrière l'apprentissage existent depuis longtemps. Maintenant, on voit une véritable accélération, on voit une industrialisation de l'IA, alors que ce soit du machine learning, que ce soit du deep learning, voilà, on va parler d'algorithmie génétique. Aujourd'hui, on parle de MLOps, donc on est vraiment dans l'industrialisation de la partie machine learning. Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? C'est le résultat des années précédentes d'une digitalisation qui s'est fortement accentuée et d'une transformation aussi du contexte économique qui a mis la supply chain sous tension, être capable de répondre aux besoins du client final et de l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Alors, les acteurs de cette chaîne, je mettrai de côté le client final, qui lui a des enjeux bien particuliers, mais les acteurs de cette chaîne sont des entreprises qui ont deux grandes familles d'enjeux. Des enjeux de performance dans l'exécution, donc être bon dans ce que je fais, être rapide, fiable, transparent vis-à-vis de mon client, et puis surtout d'assurer aussi, enfin surtout, entre autres, d'assurer une certaine rentabilité. Sinon, ça ne dure pas très longtemps en fait. Et puis, il y a une deuxième famille d'enjeux qui est la transformation ou la création de nouvelles sources de valeur. Pour certaines entreprises, c'est de se réinventer. Pour des entreprises, c'est d'émerger, de se créer, voire de faire évoluer ses produits. On voit des entreprises qui amènent des produits intelligents, donc ils vont amener de l'intelligence dans le produit, voire de créer des nouvelles sources de valeur comme la monétisation des données, la monétisation des informations qu'ils peuvent détenir. Donc ces grands enjeux sont toujours là, sont vrais, et on doit accompagner nos clients dans leurs réponses. À cela s'ajoutent deux contraintes très fortes que vous voyez tous les jours. Une complexité de plus en plus grande, alors liée à énormément de choses, mais si on reste sur la chaîne de valeur, sur la supply chain, c'est une chaîne de valeur où il y a de plus en plus d'acteurs. Nous avons des clients avec des segmentations de plus en plus fines, qui ont des besoins de plus en plus importants et un accès à un nombre de produits considérable. Donc, la combinaison de tout cela accentue la complexité. Les écosystèmes sont complexes, tout l'ensemble des réseaux, donc une complexité très très forte. Et puis le deuxième axe, c'est de l'incertitude. Donc de l'incertitude qui augmente avec le nombre de composantes de cette chaîne de valeur. Une incertitude qui est liée à un client final qui a accès à beaucoup de choses et qui est capable de passer de l'un à l'autre, de zapper et d'être extrêmement volatile. Des flux qui sont importants. Et puis ça peut être une incertitude liée à de la réglementation, de l'incertitude liée au marché. Les marchés peuvent vite se retourner et vite changer. Et puis, on a tenu quand même au moins 5 slides avant de parler du Covid, mais une incertitude qui peut être aussi liée à des causes sanitaires. On l'a vu avec le Covid, où on ne sait pas trop, entre les différentes vagues, comment on va pouvoir continuer et est-ce qu'on va pouvoir assurer notre processus d'approvisionnement. Donc, le croisement de ces enjeux forts pour les entreprises qui restent toujours aussi forts et des contraintes très très fortes en termes avec la complexité et l'incertitude nous amène à transformer la supply chain, mais donc nous amène à aller chercher des nouveaux outils pour nous aider à transformer la supply chain. Pour finir sur cette présentation assez macro et positionner le contexte, quelques cas d'usage, et on va faire un focus sur certains d'entre eux. Donc des cas d'usage sur l'ensemble de la chaîne, donc la digitalisation des processus métiers et de la relation client, puisqu'on a ces deux digitalisations-là qui ont été le moteur de cette transformation, associées à de l'IA, associées à des techniques d'apprentissage, vont permettre de favoriser, la transparence,
puisqu'on va être capable de mieux comprendre, modéliser et donc de partager aussi de l'information avec les acteurs de la chaîne de valeur. De simplifier, ou au moins de permettre, simplifier je ne sais pas, mais en tout cas de permettre un pilotage à grande échelle, puisqu'on va être capable d'intégrer un grand nombre de variables et des sources de données assez diverses, et d'accélérer la prise de décision. Alors ça peut être la prise de décision, ça peut être l'exécution, lorsqu'on parle plutôt d'une partie production, puisqu'il y a de la robotisation, mais surtout accélérer la prise de décision. Alors je suis reparti d'un schéma qui est très bien fait, de McKinsey, donc pas de raison de réinventer la roue lorsqu'on a un schéma qui est bien fait. Si on repositionne quelques cas d'usage sur des composantes des activités de la supply chain, sur la partie planning, par exemple, qui est un point extrêmement important, capable de planifier ces opérations, on a des cas d'usage autour des control towers, autour de la supply chain étendue. Donc les control towers, c'est des outils qui permettent un pilotage à très grande échelle sur l'ensemble de la supply chain, être capable de mieux comprendre ce qui se passe dans ma supply chain, être capable de collaborer autour de ces indicateurs, autour de ces tableaux de bord, et puis être capable d'envisager des scénarios alternatifs et de simuler. Donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir des modèles. Pour faire ça, on a besoin de se projeter sur le temps, et donc l'intelligence artificielle nous permet de répondre à ça. Si on prend une autre activité, marketing, sales, là, on va être plutôt dans la gestion, l'optimisation de la gestion de la demande, l'optimisation du processus de gestion de commande. Donc, Mohamed en parlera à travers les solutions predictive layer, mais être capable de modéliser pour affiner ma compréhension de la demande et d'avoir une réponse adaptée. De la même manière, sur la partie procurement, cette capacité à modéliser, là aussi Mohamed fera un focus dessus, cette capacité à modéliser les prix, l'évolution des prix, va nous donner des nouveaux outils pour agir sur la supply chain et va nous donner des nouveaux outils pour optimiser ma stratégie. Puis je vais finir par la partie logistique-distribution. Donc vous allez voir, Laura et Sébastien vont parler beaucoup logistique parce que c'est quand même notre cœur de métier. Donc on va parler beaucoup logistique. Sur la logistique, on va avoir des sujets autour de la prévision de stock, extrêmement important. Lorsqu'on gère de l'espace dans un entrepôt, savoir où en seront nos stocks ou avoir une idée plus précise d'où en seront nos stocks, c'est quand même important. On va parler d'optimisation de tournée. C'est un sujet, alors souvent sous le terme dernier kilomètre, ça peut être premier kilomètre. Si vous êtes dans l'agriculture, mais quelquefois c'est le premier kilomètre, c'est la récupération des récoltes. Là, ça va être le dernier kilomètre, la partie transport. Utiliser des techniques comme le store clustering, c'est-à-dire qu'on crée des ensembles de magasins en fonction des données clients, en fonction des données produits, en fonction des données de transport, de météo, de trafic, tout ce qu'on va pouvoir ingérer, va nous permettre de modéliser des clusters de points de vente et donc d'optimiser les données pour répondre à des problématiques économiques, de rentabilité, mais aussi des problématiques écologiques pour maîtriser notre empreinte carbone. Puis on va parler, on le verra bien avec Vision Insight, sur l'optimisation de flux de marchandises au sein de l'entrepôt, mais ça peut être aussi de la modélisation pour des opérations très précises, très spécifiques, comme les opérations de chargement. Alors on a un projet en cours en ce moment avec le Master Big Data, où on travaille pour un acteur de l'industrie pharmaceutique. Alors on commence par une étape au début assez simple pour modéliser, et puis on va pouvoir aller vers de l'apprentissage. L'objectif du travail qu'on réalise avec les étudiants, c'est d'être capable de modéliser le chargement. Quel produit dans quel carton sur quelle palette dans quel camion, pour être capable d'avoir vraiment une action très optimale dans le chargement pour réduire le nombre de transports, pour les rendre plus efficaces, et là aussi pour répondre à des problématiques de durabilité qui sont extrêmement importantes. Donc, avant de passer sur les cas précis que vont détailler Laura et Sébastien, la supply chain se transforme, l'apprentissage, l'IA transforme aussi notre façon d'appréhender les logiciels. Ça peut se déployer sur toutes les activités de la supply chain. On voit des cas d'usage qui sont assez divers. Et donc, on a choisi dans la présentation de faire le focus sur des cas d'usage très métiers pour expliquer comment on fait aujourd'hui et les utilisateurs, donc les personnes dans les entrepôts, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir ou qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir demain pour mieux faire leur travail ou être en capacité d'accélérer et de répondre aux engagements qu'ils prennent auprès de leurs clients. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais, de mon ancien métier. Donc, par exemple, tout ce qui est gestion du textile dans un entrepôt. Donc, ce que vous imaginez pas, en fait, c'est que ce que vous voyez en magasin, vous voyez régulièrement des collections qui s'enchaînent, etc. Et vous imaginez pas ce qui est fait de l'autre côté de la barrière dans les entrepôts.
En gros, pour aider la mise en stock, la mise en rayon des gens en magasin, on va devoir préparer un certain nombre de commandes d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va respecter des modèles design couleur, des produits pour pouvoir mettre en rayon très rapidement. Derrière, on va devoir optimiser nos articles pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour pouvoir les préparer très rapidement. On va devoir les mettre au plus près de certains points pour qu'ils soient expédiés le plus rapidement possible. Et on va avoir tout un travail comme ça de réflexion. Est-ce que mon produit est à la bonne place? Et ce travail est très long, très coûteux et doit être fait très régulièrement. Et on pourrait automatiser un maximum de choses, mais l'humain reste avec certaines variables et avec une intelligence artificielle, on pourrait prendre en compte d'autres variables. Moi, je l'ai fait régulièrement, ce travail. Et une fois que j'ai trouvé ma bonne recette, je suis resté dans ma recette. Mais est-ce que c'était la bonne recette? Et ça nous permettrait aussi, côté opérationnel, de pouvoir remettre en cause un petit peu nos recettes et de se dire, je vais évoluer, je vais essayer quelque chose. Et ça me permet aussi d'avoir un système qui permet d'apprendre de tout ce qui s'est passé sur une année, alors que moi, je focalise sur la réimplantation de mon entrepôt, peut-être 2 fois, 3 fois ou 4 fois par an. Et ça permettrait aussi de libérer du temps comme ça pour les ingénieurs méthodes, pour les responsables de stock, etc. D'accord? Donc, travailler vraiment sur cette partie textile. On a beaucoup d'attentes au niveau des implantations. Si vous implantez mal votre produit, derrière, vous avez des mauvaises productivités. Vous avez beaucoup de contraintes de saisonnalité sur les produits. Quand vous préparez, par exemple, de la doudoune, vous mettez que 6 pièces dans un colis, alors que si vous préparez des t-shirts, vous avez 60 pièces dans un colis. Donc forcément, vous avez des niveaux de stock qui diffèrent en volume. Vous avez des points de picking, donc des points de prise d'articles qui doivent être différents. Vous êtes obligé de vous réorganiser, éventuellement de bouger des structures, etc. Donc, c'est très chronophage. D'accord? Donc, l'intérêt de l'intelligence artificielle sur ce genre de process permettrait d'apprendre et de peut-être de trouver d'autres moyens de réimplanter comme ça toutes les nouvelles collections, tout ce qu'on fait dans les entrepôts, dans le textile. Je vais vous parler du coup d'un deuxième exemple et cette fois-ci, on va se focaliser en fait sur l'approvisionnement de l'entrepôt vers les magasins. Donc, il faut imaginer, les magasins, du coup, ils vont passer leurs commandes à l'entrepôt et le but de l'entrepôt, c'est livrer à temps et honorer les commandes. Derrière, l'idée, c'est en fait d'éviter les ruptures de stock en magasin et faire en sorte, bien sûr, que quand le client entre dans le magasin, il trouve son produit. On va essayer aussi de faire en sorte que le produit soit dans le bon magasin. C'est frustrant d'entrer, de ne pas trouver son produit et de nous dire qu'il est dans le magasin, mais dans la ville d'à côté. Alors, soit on doit faire venir le produit, soit en tant que client, on doit se déplacer. C'est coûteux et c'est pas terrible en tant qu'expérience utilisateur. Donc, pour pouvoir honorer ces commandes, du coup, déjà, il faut que l'entrepôt ait de la marchandise. C'est basique, mais surtout, il faut qu'il ait du consommable pour pouvoir préparer ses commandes et il va falloir surtout qu'il anticipe ses transports, donc qu'il fasse un plan de chargement. Et surtout, selon la typologie de produit, ça ne va pas du tout être pareil. Je vais prendre l'exemple de Decathlon, par exemple. Vous imaginez que s'il expédie à destination de ses magasins des vélos ou des kayaks, ça ne prend pas la même place, le même volume dans le camion que s'il expédie des t-shirts ou des chaussures de randonnée. Donc pour ça, du coup, pour répondre à ce besoin-là, l'entrepôt, en fait, il travaille sur un plan d'approvisionnement et il va anticiper les commandes des magasins et ça va lui permettre d'anticiper la main-d'œuvre dont il va avoir besoin et anticiper ses plans de chargement. Le problème, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont venir perturber ce plan d'approvisionnement.
Alors, je vais donner 2 exemples du coup qu'on maîtrise à peu près. Il y a par exemple la saisonnalité. Je reprends l'exemple de Décathlon. Du coup, forcément l'hiver, on va retrouver plutôt des skis, des luges, et puis en été, on va plutôt retrouver des maillots de bain, des casquettes, des tongs. Donc, on sait déjà qu'on va changer un petit peu la typologie de produits et que ça ne sera pas les mêmes volumes selon les périodes. Il y a un autre facteur du coup qu'on maîtrise à peu près, c'est les soldes aussi. Ça va être des produits particuliers du coup, mais là, les périodes sont connues à l'avance et on va connaître aussi les volumes. Et je vais vous donner 2 exemples du coup où il y a plus d'incertitudes qu'on essaye d'anticiper un maximum. Je prends l'exemple de la météo. Alors, par exemple, s'il neige demain à Grenoble, vous verrez, il y aura une forte demande de luges du coup dans le magasin de Grenoble, c'est du vécu. Et donc, il faut que les luges soient dans la bonne quantité dans le magasin parce qu'il va y avoir une forte demande. S'il pleut, du coup, il va y avoir une forte demande de parapluies. S'il fait beau, des maillots de bain. Vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est qu'en entrepôt, on se base sur ces prévisions météo pour anticiper les commandes à venir des magasins. Et on se prépare à réagir vite et livrer à temps. Et puis, il y a un autre facteur, Damien en a déjà parlé, c'est les épidémies. Le Covid, vous l'avez vécu. Pendant le premier confinement, du coup, je reprends l'exemple de Décathlon, les gens se sont tournés vers des produits plutôt d'intérieur, des tapis de course, des home trainers, des tapis de gym. Et donc là, ça a complètement cassé les prévisions de vente. Elles n'étaient plus du tout fiables. Donc la demande était totalement perturbée. Et en plus, les réapprovisionnements étaient perturbés parce qu'il n'y avait plus de production. Et en plus, la marchandise, en fait, était bloquée chez les fournisseurs pour plein de raisons. Donc là, je vous ai donné 2 exemples, météo et épidémie, qui perturbent le plan d'approvisionnement de magasins. Et donc, du coup, je suis plus du tout fiable au niveau de ma main-d'œuvre et de mon plan de chargement. Et donc, l'idée, ça serait d'avoir en fait une intelligence artificielle qui prenne en compte l'historique des ventes, la prévision de vente qu'on a, la saisonnalité, les périodes des soldes et puis les facteurs extérieurs type météo, épidémie, si on sait le prévoir, et qui puisse nous proposer un plan d'approvisionnement meilleur que ce qu'on aurait fait. Le gain, bien sûr, c'est éviter les ruptures de stock en magasin, donc meilleure expérience client, et puis bien sûr, prévoir sa main-d'œuvre et avoir un plan de transport qui colle beaucoup plus à la réalité. Je vous prends un 3e exemple du coup qui n'a rien à voir, c'est la gestion des retours. Alors il y a plusieurs types de retours du coup. Je vais prendre un premier exemple, toujours dans le cadre des magasins. Continuons avec l'exemple de Décathlon. Typiquement, les soldes sont terminés, il faut faire de la place, ou alors on a des produits de fin de série. Et tout ça va être renvoyé à l'entrepôt pour pouvoir accueillir la nouvelle collection. C'est aussi très valable, par exemple, dans le textile où les collections changent souvent, comme vous l'a dit Sébastien. On va aussi pouvoir renvoyer des produits à l'entrepôt dans le cadre de la saisonnalité. Encore une fois, l'exemple de Décathlon, l'hiver est terminé, il n'y a plus besoin d'avoir les skis, on va plutôt faire de la place pour pouvoir mettre les maillots de bain, les casquettes pour la saison d'été. Et enfin, dernier exemple de retour, vous avez aussi des entreprises qui font des opérations promotionnelles sur une période donnée avec un produit typiquement Lidl dans un magasin donné qui va faire une promo sur un produit. Quand la période est finie, ils renvoient du coup la marchandise à l'entrepôt pour qu'elle puisse repartir dans un autre circuit. Et puis, on a des retours plutôt clients, du coup, directement. Et là, ça dépend de la politique de l'entreprise. Exemple, Zalando. Vous pouvez commander, du coup, un certain nombre de produits chez vous et les retours sont gratuits. Donc, du coup, il n'y a pas de souci pour le client, il renvoie ses pièces. Et alors, en quoi c'est gênant, du coup, en quoi c'est problématique en entrepôt? C'est que les retours, ils vont se retrouver sur le quai de réception et on va avoir des colis, des unités, quelques palettes. Ça va être tout mélangé. Ça va être vraiment difficile de ranger efficacement. Et en fait, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va avoir ces retours, de quelle typologie. Et donc, il va falloir trier ces retours et ensuite les ranger correctement dans l'entrepôt. Donc là, l'idée, ça soit d'avoir une intelligence artificielle qui se base en fait sur les retours précédents, les historiques de vente et qui nous permet de prévoir la charge que va représenter les retours. Parce que le problème, il est là, c'est combien de personnes je vais allouer pour ces tâches et du coup, quelle est la meilleure stratégie à adopter. J'en profite aussi, je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez remarqué, la remise en conformité, qui est un autre type de retour qui est un petit peu à part. Il y a des entreprises du type, par exemple, Back Market, qui nous invitent à donner nos produits usagés pour les remettre en conformité. C'est vraiment un autre type de flux. N'empêche qu'on pourrait aussi imaginer une intelligence artificielle qui nous aide à prédire ces retours. Combien je vais avoir de smartphones, par exemple, qui vont arriver pour que je puisse les reconditionner. Il y a peut-être des événements du type un plan marketing, par exemple,
qui nous invitent à donner nos produits usagés, ou alors sur des clients qui achètent constamment les derniers smartphones, par exemple, et qui vont du coup volontiers donner le smartphone dernière version. C'est des éléments peut-être qui vont nous permettre d'identifier du coup un pattern et de voir que ces retours se font à ce moment-là. Donc là, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui prend en fait des comportements clients, des données clients, et qui nous permet du coup de prévoir à nouveau quand vont être faits les retours, quelle typologie et quelle charge ça représente. On vous a présenté du coup 3 cas métiers où on aurait bien aimé avoir de l'intelligence artificielle. Passons du coup aux solutions. Genius Forecaster. Bonjour à tous. Du coup, Predictive Layer, comme vous l'avez compris, est une société d'analyse prédictive et on focalise principalement sur ce qu'on appelle les séries temporelles. Et un de nos produits phares est ce qu'on appelle GFO, Genius Forecaster. L'idée, c'est qu'on a créé un outil assez générique pour permettre de résoudre le problème de prévision lorsqu'il s'agit de la gestion d'une entreprise. Donc, que ce soit la prévision de la demande, des volumes, ou bien du chiffre d'affaires, ou bien de la marge, ou ce type d'éléments. Mais ici, on va focaliser principalement sur la demande et les volumes. En fait, cette solution, elle va gérer de manière complètement automatique l'intégration et le traitement des données exogènes. Ce qui est assez important parce que ça va permettre de pouvoir tester et d'intégrer une quantité énorme de signaux dont on penserait qu'ils pourraient influencer sur les événements futurs. Ce qui permet au travers de cette solution d'avoir tout le pouvoir de l'intelligence artificielle dans un seul et même produit sans avoir à y ajouter des mathématiques de manière manuelle. Un des autres aspects qui est intéressant de cette prévision, c'est l'intégration des prévisions métiers. C'est-à-dire que dans le produit, on est aussi capable de tenir compte de ce que les experts métiers vont penser de l'évolution de chacun des forecasts ou des prévisions. C'est un élément qui est assez important parce qu'il s'avère que souvent, les experts métiers qui travaillent dans un domaine particulier ont une vue qui est assez pertinente de ce qui va se passer. Et pertinente dans le sens où pas représentative dans des données historiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'un nouvel événement va venir impacter notre demande et on sait aussi que cet événement n'est pas représenté dans le passé. C'est là où une solution d'analyse prédictive se doit d'être capable de tenir compte de ces événements, sinon elle sera systématiquement menée par ce qui s'est produit dans le passé. Donc, quels sont les bénéfices d'une telle solution? Avoir la capacité de modéliser chaque forecast à ce qu'on appelle une échelle granulaire fine. C'est-à-dire que pour prédire la demande, Predictive Layer est aujourd'hui capable avec GFO de prédire non pas la demande agrégée via un seul modèle, mais de prédire la demande au niveau de l'article et du magasin, ou bien de l'article et de l'entrepôt. Et pourquoi on pense que c'est plus intéressant et qu'est-ce que ça apporte en termes d'IA? Qu'est-ce que l'intelligence apporte dans cette solution, l'intelligence artificielle, vis-à-vis d'une solution plus classique? C'est qu'en fait, elle permet d'attraper des phénomènes qui sont beaucoup plus déterministes. Lorsqu'on mesure le comportement de consommation d'un utilisateur, par exemple, quelqu'un qui achète des fruits et qui tout à coup, je ne sais pas, j'exagère, devient allergique aux kiwis. Eh ben, on va voir que cette personne va arrêter d'acheter des kiwis. Et ce phénomène est complètement déterministe, c'est-à-dire qu'un algorithme peut facilement l'apprendre et le comprendre. On sait tous que le problème, c'est pas la personne et de savoir si elle a acheté des kiwis, mais c'est de savoir si dans l'ensemble, les gens qui vont acheter plus ou moins de kiwis dans un magasin. Et ben, l'idée, c'est d'être capable de faire des forecasts à l'échelle unitaire. Donc là, j'ai utilisé l'exemple d'un utilisateur et d'un acheteur. Ça peut très bien être à l'échelle d'un magasin vis-à-vis de la stratégie promotionnelle des chefs de rayon. C'est-à-dire de se dire, ce produit, je ne veux plus le mettre en avant, donc je vais avoir tendance à le sous-représenter dans mes rayons. Auquel cas, notre solution va être capable de l'apprendre et donc de le modéliser de manière plus précise. Et donc, grâce à ça, le forecast et donc la prédiction agrégée va avoir une valeur plus pertinente. Elle va beaucoup mieux s'ajuster dans le futur. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut avoir une technologie très spécifique. Et donc là, on va en revenir sur la technologie qui était indiquée juste au-dessus. C'est-à-dire que la GFO, donc Genius Forecaster, repose principalement sur des outils d'algorithmes qu'on appelle génétiques. C'est-à-dire que on va être capable d'utiliser des technologies évolutionnaires pour créer
les transformations sur les variables qui vont permettre au mieux de prédire chacun des sous-signaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que si je dois me mettre à prédire les achats et donc la demande de Kiwi, il est possible que pour la demande de Kiwi, ce qui est important en termes de variables, c'est l'évolution de la météo d'un jour sur l'autre. On peut aussi s'imaginer que pour les kiwis, c'est simplement la quantité de kiwis qui a été exposée depuis une semaine, ou bien la dynamique d'achat. Et donc, les 3 éléments que je viens de citer sont des transformations mathématiques qui sont différentes les unes des autres. Et ben, notre algorithme génétique, pour chacune des cibles qu'il va essayer d'apprendre, va appliquer les transformations qui sont les plus pertinentes. Et donc, typiquement, quand on veut faire un budget, par exemple, un budget à l'échelle d'un magasin, on sait qu'il faut regarder l'année précédente et donc les ventes de l'année précédente au mois précédent. C'est un petit peu pareil pour la demande. Donc, on sait que les variables qui seront créées, ce sera J-365, c'est-à-dire une valeur dont on va appliquer une translation de 365 jours. Or, si on fait ça à l'échelle d'un seul et même produit, et peut-être même à l'échelle d'un magasin, ce sera plus forcément aussi pertinent. Et donc là, on reviendra sur la logique que je disais, J-7. Et ben, l'algorithme génétique, c'est quelque chose qui va, pour chacune des cibles, trouver le sous-ensemble de variables qui est le plus pertinent. Et donc là, la question qui va arriver, c'est oui, mais si on pose un algo génétique, on va se retrouver avec des combinaisons complètement différentes de variables et ça va enlever de la robustesse au système. Et c'est là où on utilise les méthodes ensemblistes à base d'arbres de décision et aussi de réseaux de neurones parce que pour chacune des cibles qu'on va avoir, on va la modéliser au travers de différents modèles qui sont soit des arbres de décision, donc des modèles qu'on appelle random forest ou bien boosting, soit des réseaux de neurones. Il faut juste avoir en tête que chacun des modèles, en fonction de la manière dont il va être construit, typiquement, un random forest va questionner plusieurs de ces arbres pour savoir ce qu'ils pensent d'un même problème. Chacun de ces arbres a été appris de manière indépendante, alors qu'un algorithme de boosting va essayer de corriger l'erreur des arbres précédents. Donc, le comportement n'est pas le même. Et si le comportement n'est pas le même, ça veut dire que chacun de ces modèles va avoir un avis qui est différent. Et donc, de par la diversité de cet avis, nos solutions vont apporter de la robustesse dans la prédiction. Donc, une combinaison d'algorithmes génétiques et de méthodes ensemblistes permet d'obtenir le résultat dont on est en train de parler. Et aujourd'hui, chez Predictive Layer, on travaille avec des partenaires comme But, Intermarché, Chronodrive, qui sont des sociétés d'Auchan, pour les aider à optimiser leur processus d'approvisionnement en faisant une modélisation à la maille article. Un des éléments qui est aussi intéressant, après je reviendrai sur la solution de Genius Pricing, c'est vraiment la gestion de la nouveauté. C'est que par ces solutions d'IA, comme elles sont complètement automatiques et faites à l'échelle fine et à la maille la plus fine, elles permettent en fait de très rapidement être capable d'apprendre des nouveaux produits, des nouveaux entrepôts, des nouveaux clients. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le phénomène agrégé, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait une grosse tendance qui commence à se dessiner pour pouvoir apporter de la valeur à la prédiction qui est faite. Ça, c'était une des premières solutions qu'on appelait Genius Forecaster. Et donc, l'idée de Genius Forecaster, c'est de se dire, je subis aujourd'hui ma demande et quel outil je vais pouvoir mettre en place pour la prédire. Donc, pour pouvoir mieux anticiper un phénomène que j'ai devant les yeux et dont je n'ai pas d'impact sur. Mais il y a aussi une autre façon de voir le problème. Et c'est là où le prix devient intéressant et Predictive Layer se positionne avec un outil qui s'appelle Genius Pricing. Cet outil permet d'optimiser de manière dynamique les prix. Et donc, quand on dit dynamique, ça peut être à l'échelle du temps, donc faire évoluer les prix toutes les heures ou bien tous les jours. Ça peut être aussi à l'échelle des devis lorsqu'on est en B2B. Et donc, à chaque devis, le prix va évoluer. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a écrit que le prix permet de maximiser l'efficacité. Et l'efficacité dépend complètement de l'équation dans laquelle on se trouve. Des fois, l'efficacité, ce n'est pas nécessairement maximiser sa marge. Parce qu'on va maximiser sa marge de vente à un instant T, donc prise par produit, la marge sera supérieure. Mais si derrière, au sein de notre entrepôt, on a eu énormément de déchets, de pertes, ou bien que les contraintes logistiques ont réduit le coût réel, augmenté le coût réel d'approvisionnement pour satisfaire la marge commerciale qui a été calculée, en réalité, on augmente notre marge, mais pas notre efficacité complète et non pas la marge sur le résultat net à la fin.
Et en utilisant les prix, on va être capable d'avoir un levier d'action sur la chaîne logistique. Pourquoi? Parce que si un produit, je ne peux pas l'approvisionner et je sais que la demande est forte, alors c'est simple, il faut augmenter son prix de manière assez significative pour s'assurer que le nombre de demandes et donc de ventes qui seront faites seront bien en adéquation avec notre capacité logistique à pouvoir fournir ce produit-là. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser de l'intelligence artificielle. Parce que les équations qui permettent de déterminer et de tenir compte de l'ensemble des contraintes pour proposer le prix optimal par rapport au coût, mais aussi par rapport au marché et par rapport au taux de conversion, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc, du coup, il va y avoir la partie, je ne sais pas si bénéfices ou technologie qui va s'afficher en premier, donc on est sur les bénéfices. Ça permet d'obtenir une réactivité et donc une certaine efficacité de notre stratégie de prix. On n'est plus sur un élément complètement simple et unique de dire je drive ou bien je dirige mes prix que pour maximiser mes volumes ou bien satisfaire ce qui me semble, moi, être un prix correct. Aujourd'hui, le prix est déterminé par un algorithme assez intelligent qui va permettre de tenir compte justement de l'état de la chaîne logistique pour s'assurer que notre prix va avoir l'impact qu'on souhaite avoir et donc alléger la complexité de la gestion de la logistique. Donc pour ça, on va voir que ça repose sur 3 technologies différentes. Donc les algorithmes d'optimisation sous contrainte, c'est simplement ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. Étant donné tel ensemble de contraintes de prix et d'approvisionnement, position, délai, coût, quelle est ma solution optimale? Mais cette notion de solution optimale nécessite d'avoir ce qu'on appelle des estimations d'élasticité. Pourquoi? Parce que quand on fait un prix dynamique, il y a certains produits pour lesquels l'élasticité est nulle. C'est-à-dire qu'on baisse ou qu'on monte le prix, ça n'aura pas d'impact sur le volume parce que la demande n'est pas dépendante du prix. Il y a d'autres produits pour lesquels ça existe. Et donc, les éléments de l'équation d'optimisation sous contrainte sont dépendantes de la fonction d'estimation de l'élasticité. Un produit pour lequel, si on l'augmente de 10 centimes ou d'1 euro, on double les ventes, c'est important de le savoir. Parce que du coup, ce n'est pas du tout le même impact que ça va avoir. Et là, par contre, on replace la sauce des algorithmes ensemblistes. Pourquoi? Parce que le prix, c'est toujours quelque chose qui est difficile à estimer. Et donc, dès qu'on parle de difficulté à estimer, dès qu'on parle de diversité, on revient avec des approches qui ont plusieurs arbres de décision. Et là, vous noterez juste qu'il n'y a pas de réseau de neurones derrière cette technologie pour des questions qui sont très techniques, mais qui permettent en fait d'obtenir une généralisation sur des produits qui n'ont jamais été vus au moment où le prix peut être proposé, ce qui est difficile à faire vis-à-vis des réseaux de neurones. Donc voilà un petit peu les 2 solutions que Predictive Layer aujourd'hui amène pour essayer d'aider certains logisticiens et donc certaines sociétés à mieux faire leur travail. Et Genius Pricing, c'est une solution qui aujourd'hui est utilisée par des sociétés comme ArcelorMittal dans sa distribution. Alors évidemment, c'est aussi pour maximiser sa marge et pas que sa chaîne logistique, mais aussi des groupes comme ABB ou bien Vinoa, ce genre de société. Donc voilà. Damien, je crois que tu es en mute. Voilà, j'étais en mute, il fallait bien que quelqu'un fasse. Merci, merci Mohamed. Donc, les solutions Genius Forecaster et Genius Pricing que vient de présenter Mohamed rentrent vraiment dans la famille de l'apprentissage visant à prendre des modèles, soit pour optimiser ses prévisions, soit pour influer sur la chaîne de valeur comme ils peuvent le faire avec les prix. Donc ça répond aussi à des problématiques que Laura et Sébastien ont mis en exergue dans des cas métiers sur lesquels la transformation de la supply chain fait que on arrive un peu aux limites de ce qu'on fait avec les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que lorsque Laura et Sébastien présentaient les cas métiers, ce sont des cas métiers aujourd'hui qui sont équipés en IT. Beaucoup d'applications qui permettent de bien faire le travail, et on voit que cette complexité s'accroît, l'incertitude s'accroît, et donc on va devoir aller chercher des nouvelles approches, et Genius Forecaster et Genius Pricing en font partie. Vision Insight, c'est l'autre famille, la famille cognitive. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la solution. Déjà, j'en serais bien incapable. Et 2, je vais en parler plutôt vu de l'extérieur. Donc, en gros, la promesse est très simple. C'est de multiplier les yeux dans un entrepôt et de le faire à grande échelle, de le rendre scalable et d'être capable de faire ça 24 heures sur 24. Donc, on utilise, Vision Insight, en fait, utilise le flux. Alors, c'est une solution qui a été créée par DIS il y a un peu plus de 3 ans, en co-innovation avec Schneider Electric, avec Google sur la partie cloud et Nutanix qui est un acteur du edge computing notamment
sur la partie Edge Computing. Je reviendrai dessus. Cette solution permet d'exploiter le flux de vidéos des caméras de surveillance existantes dans un entrepôt pour créer de l'information qu'on n'a pas aujourd'hui dans les entrepôts ou qui manquerait dans la compréhension d'un contexte logistique. Donc, ça permet d'améliorer la visibilité, de créer de l'information, de créer des nouvelles informations. Ça permet également d'améliorer les alertes, les notifications et d'être capable de notifier en temps réel d'un dysfonctionnement ou d'un problème dans le processus. Ça permet d'améliorer la collaboration, puisque l'ensemble des utilisateurs qui vont voir le dashboard que vous avez à gauche du slide sont capables d'échanger, de partager la même information sur les différentes zones de l'entrepôt. Et puis, ça permet de sécuriser et de conserver une trace de tous les événements qui ont pu avoir lieu sur un quai de chargement ou un quai de chargement et un quai de réception. Donc, c'est une solution qu'on a présentée à l'AI for Industry parce que ça peut aussi s'appliquer en usine et puis au Sustainable Paris, puisque l'amélioration, la meilleure compréhension du flux logistique va nous permettre aussi de répondre à des problématiques de réduction de l'empreinte carbone, notamment réduction des transports et optimisation. Cette solution est née à travers un projet avec Schneider Electric. Alors, pour expliquer de manière assez simple, la supply chain de Schneider Electric, comme les supply chains de toutes les entreprises, est bouleversée, se transforme essentiellement sous l'impulsion du e-commerce. Et donc, des nouveaux flux existent avec des engagements de plus en plus forts de rapidité, être capable de livrer un produit le lendemain ou le surlendemain. Mais maintenant, attendre 2 semaines pour avoir son produit, c'est extrêmement long. Donc, il faut être capable d'optimiser tous ces flux. Et donc, ce qui se passait chez Schneider Electric, il y avait une zone qui s'appelle Fast Track, dans laquelle c'est du stockage au sol, des palettes qui n'étaient pas censées rester dans l'entrepôt sont déposées. Des engagements sont pris par Schneider Electric avec ses distributeurs, des engagements extrêmement forts parce qu'ils doivent les tenir pour être en mesure de livrer le client final dans les temps. Et donc, ces engagements sont pris et difficilement tenus parce que c'est un nouveau processus, c'est un nouveau flux qui n'a pas été pensé initialement dans l'entrepôt et sur lequel il manquait d'informations et de suivi. Donc, on utilise les caméras de sécurité, le flux vidéo, pour identifier les palettes, identifier quand elles rentrent, être capable de mettre un timer sur cette palette et être capable en temps réel d'alerter lorsqu'une palette reste trop longtemps et n'a pas été traitée pour tenir les engagements. Donc, ça permet d'avoir un tableau de bord, donc ça c'est l'ancienne version, vous voyez, un tableau de bord que les caristes peuvent regarder et savoir par quelle palette ils vont commencer le traitement et comment est-ce qu'ils peuvent optimiser cette zone. L'objectif est assez simple. Je peux revenir juste au slide d'avant, pardon. L'objectif est assez simple, c'est d'améliorer le temps de traitement du flux, 2, de libérer aussi de l'espace au sol. Et Sébastien et Laura sont bien placés pour le savoir. L'espace dans un entrepôt, c'est extrêmement important et cette capacité à maîtriser l'espace et à l'utiliser pour différents types de flux est extrêmement important. On ne vous passera pas la vidéo, vous pouvez la retrouver assez facilement sur YouTube où vous verrez la Vision Insight en situation. Une nouvelle version a été créée qui permet de faire du multi-zone, qui permet aux logisticiens de designer les zones qu'ils souhaitent superviser. Toujours pareil, en améliorant, en enrichissant technologiquement l'application, en rajoutant des modèles pour répondre à des nouvelles problématiques. On a toujours la capacité de mesurer le temps de rétention d'une palette, mais maintenant on va faire du tracking de palettes sur différentes zones. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2 zones? Où est-ce que j'ai déposé tel produit? Pourquoi j'ai perdu du temps dans telle zone? Ça va permettre une analyse beaucoup plus poussée à la maille du quai, à la maille de l'entrepôt, voire à l'échelle de la supply chain et de l'organisation logistique de l'entreprise. L'approche par apprentissage, je parlais tout à l'heure d'évolutivité, permet aussi de rajouter des fonctionnalités de manière assez simple. Là, sur du cognitif, par exemple, l'application initialement était prévue pour analyser le temps de rétention des palettes. Mais assez rapidement, notre client s'est aperçu qu'il avait d'autres dysfonctionnements. Il s'est aperçu qu'une des problématiques majeures, c'était que les lignes de dépose, il pouvait y avoir des espaces ou des trous. Et donc, tous les espaces additionnés, ça fait beaucoup de place. Et donc, il nous a dit, on va rajouter un algorithme qui permet de reconnaître lorsqu'on a des espaces. Vous le voyez sur la ligne intermédiaire dans le dashboard. Donc, on voit qu'il y a un trou entre 2 palettes.
on ne va pas le corriger automatiquement, on n'a pas une exécution, on n'a pas de robotisation à ce niveau-là. Par contre, ça va permettre d'échanger avec les caristes, de leur faire prendre conscience que c'est la multiplication de ces espaces pénalise le processus. Ils se sont aperçus également que les monts de charge ou les transpalettes pouvaient parfois ne pas être dans la bonne zone. Et ça perturbe l'ensemble du processus. Donc là, on le voit sur la ligne du bas, vous avez un mont de charge qui est au milieu de la ligne. Alors, ça peut poser des problèmes de sécurité. Donc là aussi, il y a un échange avec le cariste et lui expliquer pourquoi il ne faut pas le mettre parce que c'est dangereux pour lui et je pense qu'ils sont très conscients de ce point-là. Mais ça va aussi perturber tout ce qui va toucher à l'automatisation de l'entrepôt. Lorsque un client s'équipe de ce qu'on appelle des AGV, donc des appareils autonomes, on va le dire comme ça, des transpalettes autonomes, ils évoluent dans un cadre sécurisé, bien précis. Donc si vous laissez un mont de charge au mauvais endroit, ben, vous perturbez ce flux-là et le véhicule autonome se met en sécurité et donc vous perdez tout le bénéfice de l'automatisation. Donc Vision Insight a démarré sur un cas d'usage avec un type d'algorithme de reconnaissance visuelle, mais sur la base de la reconnaissance visuelle, on est capable d'améliorer constamment l'application, de lui rajouter des nouveaux cas d'usage, toujours dans l'optique de créer de la donnée à partir de ce qu'on voit, à partir de ce que voient les caméras. Donc c'est vraiment une approche cognitive qui est agile, puisqu'on peut l'adapter et la faire grandir et l'améliorer constamment avec des nouvelles données. C'est prescalable parce que c'est des solutions qu'on va déployer, des solutions cloud, des solutions edge computing qu'on va pouvoir déployer assez facilement sur l'ensemble des entrepôts, modulo quelques prérequis IT et infrastructures qui devront être respectés. Ça permet de gérer des sources de données très diverses. Alors, je parlais de edge computing. On a fait le choix pour cette solution-là d'avoir de l'apprentissage, du training des modèles en centrale, sur du cloud. Parce que tout à l'heure, lorsque je parlais du pourquoi une accélération sur l'IA, j'ai oublié quand même la dimension technologique, la dimension IT. C'est que depuis quelques années, le coût du calcul, le coût du stockage des données a quand même baissé. C'est toujours un peu cher à mon goût, mais a quand même baissé. Donc, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses et ça permet d'aller vers une approche plutôt basée sur de l'apprentissage. On a fait le choix d'avoir du cloud pour toute la partie training, pour profiter de la puissance de calcul que va proposer Google, par exemple. Mais par contre, on déploie les modèles d'inférence. Donc, le modèle d'inférence, c'est le modèle qui reconnaît une palette, un carton. On le déploie en local dans l'entrepôt, sur un serveur local, tout simplement pour répondre à des problématiques de contexte bien précis. Ça nous permet de faire des modèles beaucoup plus rapidement parce qu'on a un modèle qui répond à un type d'entrepôt. Au lieu de viser l'excellence, on n'a pas visé l'excellence, on a visé l'efficacité. Et au lieu de viser l'excellence, d'avoir un modèle qui reconnaît des palettes dans tous les entrepôts du monde, malheureusement, on n'a pas tous les entrepôts du monde comme clients, mais on en a déjà beaucoup. On a visé l'efficacité et d'avoir un modèle qui va répondre à un ensemble d'entrepôts qui sont assez similaires. Donc, on déploie ces modèles d'inférence dans les entrepôts. On gagne en temps de création des modèles, on gagne en efficacité, et puis on gagne aussi en ce qu'on appelle la continuité de service, c'est-à-dire que si on a un problème réseau entre le cloud et l'entrepôt, l'application continue de fonctionner, ce qui est non négligeable dans un processus métier comme la logistique. Donc, Vision Insight, voilà, c'est une approche de l'IA basée sur l'apprentissage, qui utilise du edge, qui déporte de l'intelligence artificielle dans l'entrepôt, qui va répondre à des problématiques purement métiers sur de l'apprentissage et qui, derrière, va évoluer au fur et à mesure des données de vision qu'on va lui injecter et qui va apprendre à reconnaître différents types de palettes, différents types d'objets, des monts de charge, des palettes, des cartons, des personnes lorsqu'on est dans des problématiques plutôt de sécurité. Damien, juste 2 secondes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si vous en avez encore pour longtemps, je voudrais prendre quelques questions du public. Oui, je pense qu'on en a pour 5 minutes. Ok, ça marche, merci. Sébastien? Oui, alors, je vais rebondir sur ce que disait Damien. Bien sûr, l'IA, on ne va pas pouvoir mettre de l'IA de partout. Il va y avoir, par exemple, la notion, tout ce qui est gestion du personnel, affectation des ressources, gestion des compétences sur des titulaires ou des intérimaires. On ne va pas mettre de l'IA sur ce genre de choses. Prenons un exemple, par contre, je ne sais pas moi, j'ai un opérateur qui a le vertige.
si le manager qui connaît le mieux l'opérateur, ce n'est pas l'IA qui va pouvoir découvrir ce genre de choses. Donc, en gros, l'IA ne va pas remplacer le manager. D'accord? Donc, sur ce qu'on peut dire sur l'IA va être plus sur des process, des choses comme ça, que sur de la gestion des ressources et des compétences. Laura, si tu veux passer la slide. Bien sûr, on ne va pas pouvoir mettre de l'IA si vous avez, par exemple, un entrepôt qui n'est pas encore, entre guillemets, serein, si vos process ne sont pas maîtrisés, si vous n'êtes pas bien organisé, si on ne peut pas faire de collecte de données, l'IA ne va pas pouvoir apprendre, parce que l'objectif de l'IA, c'est d'apprendre. Si vous ne pouvez pas lui injecter des données, ce n'est pas possible non plus. L'investissement, l'IA, c'est un certain coût. On ne va pas pouvoir avoir un résultat tout de suite avec de l'IA parce que vous êtes sur une phase d'apprentissage. Donc, si vous avez besoin d'un résultat demain, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir aussi que l'IA prenne le temps d'apprendre. Et bien sûr, vous avez des limites physiques. Si vous avez un site qui est très, très petit avec peu de communication, pas de Wi-Fi, pas de données, etc., vous serez limité pour mettre un projet IA sur ce type de client. D'accord? Donc, si vous avez un tout petit dépôt avec quelques personnes dessus, même pas vous pensez à un projet d'IA, c'est vraiment prévu pour des gros projets, une certaine, comment on va dire, une certaine, je cherche mon mot, une technologie déjà voilà, une technologie déjà maîtrisée avec des processus déjà connus de tout le monde, pas des processus qui changent du jour au lendemain. Il va falloir se baser sur des choses assez concrètes. En guise de conclusion, parce que ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Alors, effectivement, il y a des limites. Nous, ce qu'on voulait aussi faire passer à travers la présentation d'aujourd'hui, c'est il n'y a rien de magique, en fait, dans l'IA. C'est une nouvelle évolution dans l'industrie de l'IT, une nouvelle approche qui vient compléter les approches existantes. Ça vient répondre avant tout à des problématiques business. C'est la grande nouveauté, c'est-à-dire faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est très intéressant et c'est passionnant, mais ça vient répondre à des problématiques business qui sont induites par la complexité et par l'incertitude. Et on a des solutions aujourd'hui, Mohamed présenté tout à l'heure, qui sont extrêmement pertinentes, complexes à appréhender, qui nécessitent une expertise forte, mais qui vont pouvoir y répondre. Puis on a des solutions qui sont assez simples à concevoir, à réaliser un peu moins, mais créer des yeux dans tous les entrepôts, c'est pas plus complexe que ça. Mais il n'y a rien de magique. Et donc, les limites qu'a présenté Sébastien sont importantes de garder en tête. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un projet d'IA parce qu'il faut en faire, parce que c'est une obligation. Beaucoup d'entreprises fonctionnent très très bien avec des processus classiques, avec une approche classique de la digitalisation. Par contre, on peut le faire lorsque le contexte s'y prête et lorsque les prérequis sont remplis. Et il y a 4 étapes à bien cerner. La première, qui est, je pense, dans tous les projets importantes, c'est de bien s'assurer de la création de valeur, de la stratégie, de la roadmap. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de bien cadrer notre problème. On veut répondre à quoi? On veut créer quelle valeur? Est-ce que j'ai un sponsor qui va être capable de m'accompagner tout au long de ce projet-là? C'est extrêmement important. S'assurer qu'on a bien identifié toutes les parties prenantes, toutes les facettes du problème pour avoir les données. C'est indispensable. Et puis surtout, en amont, de définir les bons KPI ou au moins les bons objectifs, les bons indicateurs d'objectifs. C'est important parce qu'il va falloir qu'on soit capable de mesurer le succès. Mesurer le succès sur l'IA, c'est quelque chose de très complexe. Comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on fait de l'IT, quand on vend une solution, on sait ce qu'on vend, on sait ce qui doit exister. Lorsqu'on a une approche de programmation, on sait le résultat à quoi il ressemble. Lorsqu'on vend un logiciel avec de l'IA, on sait ce que le client attend. Lorsqu'on le livre, le produit n'est pas fini. Il n'a pas commencé à apprendre. Donc, il faut qu'on partage cela avec nos clients et que tout le monde soit aligné là-dessus. La conception de la solution est extrêmement importante. Est-ce que je fabrique? Est-ce que j'achète? Comment j'intègre? Là, on est dans du classique au niveau de l'IT. Implémenter, intégrer la solution. Nous, on préconise de passer par une preuve de concept, une preuve de valeur, et ensuite, on enrichit la solution lorsqu'on a validé l'ensemble des hypothèses qui ont été prises, parce que dans la première phase, un grand nombre d'hypothèses vont être prises. Et puis, on l'inscrit dans une démarche IT classique, c'est-à-dire
on industrialise et on intègre au SI. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'IA que c'est un truc à part, que c'est un truc innovant, que personne ne doit s'en occuper. Non, non, ça doit se maintenir. On a des engagements, c'est contractualisé, donc ça doit suivre exactement le même process que les autres applications de mon SI. Et enfin, la dernière étape, ça rejoint ce que disait Sébastien, il n'y a pas de magie non plus. Si vous ne faites pas le service après-vente, ou du moins le service après déploiement, je dirais, faire du change management, c'est extrêmement important sur la partie IA. Faire comprendre aux utilisateurs ce que ça va leur apporter, c'est important. L'utiliser, c'est extrêmement important. Beaucoup plus important que pour une application classique. Parce que si l'application n'est pas utilisée, elle ne progresse pas. Et donc là, l'investissement sera perdu. Et surtout, s'assurer qu'on a atteint la valeur espérée. Ce n'est pas toujours le cas. Avec Hardy, c'est tout le temps le cas, je vous rassure. Mais ce n'est pas toujours le cas et il faut s'en assurer. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? On va enrichir. On parlait tout à l'heure du projet de Schneider. On commence sur un cas d'usage et puis on enrichit avec un autre et puis avec un autre pour avoir quelque chose qui crée de la valeur et donc qui est plus facilement adopté. Voilà, donc en 1 heure, c'est une gageure de faire rentrer IA et supply chain. Donc je pense qu'on a essayé de vous donner un maximum d'informations avec une approche très métier. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, on est preneurs. Ça nous aidera à clarifier des points ou à préciser certains points qu'on n'aurait pas abordés. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est vraiment très intéressant. Enfin, et puis c'est très bien aussi de démystifier cette IA. Hein, l'IA par-ci, l'IA par-là. En fait, c'est juste des programmes qui sont un peu plus intelligents que les autres parce qu'ils arrivent à apprendre, mais il faut qu'il y ait de la data. Et donc, bon, ok. Mais c'est très bien de démystifier tout ça parce qu'on a toujours l'impression que c'est juste la magie qui opère et rien de magique derrière. Exactement. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, je vous propose, comme on n'est pas très très nombreux, d'ouvrir votre micro et puis de poser vos questions. Et puis peut-être que nos amis de la GEM en débat, j'ai vu qu'il y avait Redouane qui s'était connecté, Pierre peut-être. Si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question, ça aurait été pour savoir, est-ce qu'il y a des métiers ou des fonctions qui doivent se sentir un peu en danger ou qui sont voués à disparaître avec l'apparition de l'IA dans la supply chain? Alors, je vais prendre celle-là de question. Alors, des métiers qui peuvent se sentir en danger, non. En danger, alors c'est radical comme réponse, mais je vais argumenter un peu plus que ça quand même. Se transformer, forcément, mais se transformer parce qu'il y a énormément de choses qui changent. Ce n'est pas l'IA en soi qui va amener à se transformer, c'est plutôt les contextes dans lesquels on évolue qui amènent à se transformer. Par contre, l'IA, du moins des techniques d'apprentissage associées à la digitalisation, vont simplifier ou vont, disons, transformer un peu la façon de travailler, vraisemblablement. On voit aujourd'hui que la collaboration a considérablement transformé notre façon de travailler. La capacité à modéliser et à partager des modèles, et la capacité à partager des indicateurs qui sont issus de l'IA vont forcément nous amener à transformer notre façon. Après, on est dans une logique de robotisation, donc il y a des tâches à faible valeur ajoutée que, pour ma part, j'espère des fois qu'on ne fera plus, qu'on fera moins, disons, pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Mais à court terme, il n'y a pas de remplacement ou de suppression je dirais, de fonctions. Par contre, il y a une accélération, une capacité à appréhender beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de variables et de traiter de manière beaucoup plus précise ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Bon, là, pour vous répondre aussi, hein, puis enfin, moi, je m'en posais mille questions, mais bon, je ne vais pas y passer la nuit non plus, donc je ferai en one-to-one. Donc, de toute façon, sachez que l'enregistrement de cette conférence et les slides aussi peut-être seront disponibles sur le site de la chaire très rapidement. Clara, j'imagine, dans quelques jours. Oui. Et voilà, j'avais juste une question. Il y a quelques années, il y avait Rémi Dujardin qui était venu faire une conférence à l'école. Alors, ça date un peu. Il avait amené un petit drone. Vous utilisez toujours ces petits drones là dans les ateliers? C'était top, Ici, le ça. drone inventoriste, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Vous l'utilisez toujours? Bah, c'est C'était le toujours en début à cours. l'époque. D'accord. Oui, c'était les débuts, effectivement. Si c'est il y a longtemps, Ouais, effectivement. d'accord.
Donc, Mais on l'a pas avec nous, désolé aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant. J'ai un groupe d'étudiants de première année du programme Grande École qui travaillent sur les robots au boulot. Et donc, peut-être qu'ils vont être amenés à vous solliciter, Laura ou Sébastien, voilà, pour poser des questions ou même peut-être pour intervenir dans leur truc, je sais pas, voilà. Donc, vous serez peut-être sollicités. Ok. le lien robotisation, intelligence artificielle, il est quand même assez important, assez fort. Oui, tout à fait. Alors, sur le drone, c'est une source de données. Hein. Le drone, Oui, absolument. il permet d'accélérer. Et puis, tout à l'heure, j'en parlais, c'est-à-dire que l'utilisation de services cognitifs comme la vision permet aussi de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut dysfonctionner dans la robotisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, robotiser un entrepôt, robotiser une usine, on l'a vu chez Tesla, robotiser potentiellement des surfaces de vente, c'est pas simple, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il faut avoir des informations qui nous permettent de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et parfois, les informations, elles sont compliquées à aller chercher. Tout à l'heure, on en parlait, mais le fait de détecter qu'on a un transpalette qui est installé au mauvais endroit et qui met en sécurité les véhicules autonomes, c'est tout simple. Ça ne veut pas dire que le véhicule autonome ne fonctionne pas, c'est juste quelque chose à corriger qui fait que ça va fonctionner. Donc ce lien est assez important entre intelligence artificielle et robotisation. Ouais. L'intelligence artificielle est partout. Et donc, oui, dans la supply chain, en effet, en tant que consommateur final, moi, je me dis, un peu plus d'intelligence, ce serait bien. Je veux dire, j'achète 2 colis différents, enfin 2 articles différents et ils me livrent à 2 moments différents, ça m'agace. Parce que moi, le dernier kilomètre, il est long pour arriver chez moi. Donc, je me dis, un peu d'intelligence, je sais pas, moi, mettez ensemble les colis. Non, c'est pas possible. On y travaille. Après, effectivement, ça permet d'aborder un point. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de questions, parce que d'habitude, toutes les questions. Oui. C'est le côté sustainable, développement durable. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, on a parlé de la performance d'exécution. Dans la performance d'exécution, on a la transformation, on le met un peu où on veut. Le côté empreinte écologique, réduction de l'empreinte carbone, côté sustainable est de plus en plus important. C'est devenu une vraie, je dirais, un vrai enjeu pour nos clients. Et donc, le dernier kilomètre, c'est l'exemple typique, c'est-à-dire être capable de réduire le nombre de transports parce que je dois réduire mon empreinte écologique, c'est juste fondamental. Et si on met ça, alors si on le voit au dernier kilomètre, c'est le bout de chaîne, mais si on met ça sur l'ensemble de la chaîne depuis la production des matières premières, ça en fait des optimisations qu'on va pouvoir positionner et du carbone qu'on va pouvoir réduire. Donc là-dessus, les fameuses control towers, la capacité à modéliser, la capacité à jouer. Alors aujourd'hui, il y a Genius Forecaster. Peut-être que demain, il y aura Genius Carbone. Je ne sais pas, Mohamed. Il faut. Mohamed, ça, c'est à fond. Il faut y aller. Nous, on propose des solutions. Ensuite, c'est aux partenaires de décider de l'opter pour la bonne. Parce que le problème de cette question logistique, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on minimise et qu'est-ce qu'on maximise. S'il fallait minimiser l'empreinte carbone, on est là pour. Voilà. Donc, on lance une nouvelle offre ce soir. Et c'est un point extrêmement important sur lequel, justement, on est à grande échelle, beaucoup de variables, une complexité très forte, l'incertitude liée aux réglementations, liée à la météo, le transport, c'est hyper important, fait qu'on ne pourra pas passer à côté et on ne pourra pas ne pas utiliser de techniques d'apprentissage. Une technique plutôt d'orienter programmation sera trop limitée. Et après, je repensais aussi à ce que Laura, tu disais sur la gestion des impondérables, enfin des choses qui peuvent arriver. Alors, la météo, pour moi, c'est pas tout à fait un impondérable parce que ça se prévoit quand même un peu à l'avance. Et puis, c'est pas mauvais comme prévision maintenant. Par contre, les épidémies, là, en effet, je sais pas, il peut y avoir quand même d'autres impondérables aussi, écologiques, hein, c'est pas ce qui peut se passer sur la planète. Mais franchement, c'est hyper complexe. On ne pourra jamais d'inclure ce genre de choses même dans l'IA, enfin j'imagine, non? Ça sera complexe, par contre, le fait de modéliser va nous permettre de tester des scénarios, en fait. Donc, effectivement, le truc qu'on n'a jamais vu, un confinement, par exemple, on ne saura pas, comme disait moi, on a répété un petit peu, c'est Mohamed, on ne prévoit pas le futur. Ou alors, pas là, on serait tous hyper riches et on ne prévoit pas le futur. Par contre, être capable de modéliser un contexte, être capable de modéliser une chaîne de valeur et de pouvoir tester différents scénarios, ça, on peut le faire. Alors, je pense que maintenant, tout le monde va tester le cas d'une épidémie dans telle zone, pour s'assurer qu'ils vont être capables de continuer à produire des voitures ou produire des dérailleurs de vélos pour faire le lien avec Decathlon. Donc,
c'est plutôt dans cette optique-là. Et pour faire ça, il faut des modèles, et il faut être capable d'avoir généré ces modèles. C'est plus cette approche-là aussi qui est importante. Ben, Ok. on a vu le cas du canal de Suez qui était bloqué à cause d'un navire. Ben, ça, maintenant, Maintenant, on le prévoit. Voilà, on pourra prévoir. Mais ça arrivera plus. C'est arrivé une fois en combien d'années? Donc c'est bon. Oui, il peut y avoir autre chose qui bloque. Allez. Il peut y avoir autre chose qui bloque, mais ça peut être un peu container, ça peut être, voilà, il peut y avoir d'autres choses, exactement. Ok. Est-ce que des participants ont des questions? N'hésitez pas, c'est le moment là. Hein. Allô, allô, pas de questions? Les étudiants de Cécile, là, vous êtes endormis ou quoi? Quand il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été super clair. Ah C'est oui, ce que non, je mais me vous dis à avez chaque été fois. super. Bah ouais, je trouve que vous avez été très clair en tout cas. Mais c'est vrai, je connais un peu plus le sujet quand même. C'est dur, l'apéro, là. C'est dur. Bon, bah, allez, on va vous laisser aller boire l'apéro, quoi. Bon, en tout cas, vraiment, je vous remercie énormément à tous les quatre d'avoir organisé, préparé tout ça. C'est vraiment pour moi, c'est des problématiques qui sont super intéressantes parce que c'est une vraie problématique et l'avenir, je pense que l'avenir, ce sera aussi de faire en sorte de moins user notre planète et de faire en sorte qu'on fasse de la supply chain de façon intelligente pour la planète. Voilà. Exactement, c'est une belle conclusion. Merci Voilà. beaucoup, en tout cas, pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. C'était super. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Merci beaucoup. Ça va, au revoir. Et donc voilà, l'enregistrement sera dispo d'ici quelques jours. Voilà. Top. Merci. Merci, bonne soirée à Au revoir, tous. merci, bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.